Merci Alfonso. Alors, c'est un plaisir pour moi d'animer cette session. Alors, je vais présenter brièvement Florence Gazeau. Donc, Florence, elle a obtenu son doctorat en physique en 1997 à l'Université Paris Diderot. Elle est directrice de recherche au CNRS, directrice adjointe du laboratoire matières et systèmes complexes à l'Université Paris Diderot et responsable du groupe Bioterre. Alors, ses intérêts de recherche comprennent notamment l'imagerie et les applications thérapeutiques de nanoparticules, la nanotoxicité, le cycle de vie et le devenir à long terme des nanoparticules, ainsi que la mécanobiologie du cancer. Elle est auteure de plus de 150 publications, inventeur de 6 brevets en instance et cofondatrice de la start-up Evora Biosciences. Et aujourd'hui, Florence va nous parler des nanotubes de carbone, quel devenir dans l'organisme. À toi, Florence. Donc, vous voyez mon écran là, ça marche? Oui. Oui. D'accord. Bon, ben, merci Cécilia, merci Alfonso pour cette invitation. C'est rare en fait de faire des conférences en français déjà. Et puis, je suis très contente aussi de participer à cette session qui m'a l'air très féminine. Voilà. Donc, merci à Cécilia pour son introduction. Je vais vous parler de nanoparticules carbonées, puisque j'ai rajouté quelques datas sur le graphène aussi dans l'organisme. Donc, ça va dépasser un peu les nanotubes de carbone avec le problème du devenir dans l'organisme. Juste un update aussi, c'est que maintenant, notre université de Paris Diderot est devenue l'université de Paris après la fusion avec l'université Paris Descartes. Donc, voilà. Ça, c'est d'un point de vue administratif. Mince. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à passer la diapo suivante. Tout à l'heure, ça marchait. Il faut peut-être que tu cliques sur ton écran ou c'est un plein écran pour que ça passe. Bon, je fais arrêter. Je vais... Excusez-moi. Je vais partager. Peut-être qu'il faut que je fasse ça et qu'après, je... Ah, voilà. Ça marche là? C'est bon? Donc bon, excusez-moi. Donc là, je rappelais un petit peu la pléthore d'applications qui concernent les matériaux carbonés, en particulier les nanotubes de carbone et le graphène, dont beaucoup d'applications dans le domaine des sciences de la vie et des biotechnologies, en particulier comme senseurs et plus récemment comme système de délivrance de médicaments, ou bien comme support aussi pour des approches de médecine régénérative, où finalement ces nanotubes de carbone et ce graphène vont être en contact direct avec l'environnement biologique. Alors, à part ces applications dans le domaine médical, nous sommes évidemment exposés à un certain nombre de ces structures carbonées dans l'environnement, par exemple, du fait de pollution. Donc, je vais commencer par vous montrer, pour illustrer cette thématique du devenir des nanotubes dans l'organisme, je vais vous montrer une étude qui avait été publiée en 2015 par une collègue, Yelena Kolosna-Stabi, qui avait travaillé sur des lavages broncho-alvéolaires d'enfants qui étaient suivis à l'hôpital Trousseau à Paris pour des problèmes d'asthme sévères. Et elle avait fait de la microscopie électronique sur ces cellules de lavage pulmonaire dans lesquelles elle avait pu trouver des structures, comme vous pouvez voir ici, par exemple, qui évoquent très, très fortement la présence dans ces cellules pulmonaires de nanotubes de carbone. Et une comparaison en fait avec le même type de microscopie électronique faite sur de la poussière issue du trafic de voitures dans une
zone parisienne très polluée montre le même type de structure qu'on retrouve dans ces cellules pulmonaires. Donc là se pose la question évidemment de la destinée, des possibilités de transformation et de toxicité de ces structures carbonées dans l'organisme. Et dans mon exposé, je ne vais pas du tout ou presque parler de toxicité, parce que ça, c'est un grand débat à lui seul, avec très, très controversé, bien entendu, mais je vais me focaliser sur finalement comment ces structures carbonées peuvent être transformées par l'environnement biologique. Et c'est une connaissance qui, en elle-même, est importante pour ensuite maîtriser ou même comprendre des mécanismes éventuels de toxicité s'il y en a. Donc, d'abord, si on est exposé au niveau environnemental à ces nanostructures carbonées, donc je vais plutôt me focaliser sur les nanotubes de carbone qui peuvent être monoparois, double paroi ou multiparois, ou le graphène, l'oxyde de graphène, par exemple, fonctionnalisé ou non. Il y a eu un certain nombre d'études qui ont montré qu'il pouvait y avoir une dégradation environnementale de ces matériaux, en particulier par l'intermédiaire de microbes ou de champignons qui possèdent en fait une activité enzymatique qui peut être à l'origine de phénomènes d'oxydation, par exemple, qui conduit à une dégradation et à la transformation de ces matériaux carbonés, avec des produits finaux qui peuvent être, par exemple, un relargage de CO2. Alors, cette possibilité de dégrader ces structures, elle dépend de nombreux paramètres qui sont en train ou qui ont été mis en évidence, ou qui sont en train d'être mis en évidence. Donc là, j'ai fait une espèce d'échelle. Qu'est-ce qui finalement favorise la dégradation de ces matériaux et qu'est-ce qui, au contraire, vont avoir tendance à l'empêcher. Donc, dans ce qui peut empêcher la dégradation des matériaux, on peut citer en fait des phénomènes d'interaction hydrophobe ou des problèmes d'encombrement spatial qui vont faire que les enzymes ou les molécules qui vont pouvoir d'une certaine manière interagir avec ces réseaux de carbone ne vont pas pouvoir le faire par encombrement stérique. La présence aussi d'antioxydants comme le glutathion, l'acide ascorbique par exemple, peut empêcher la dégradation justement en empêchant cette oxydation par des espèces réactives de l'oxygène qui sont sécrétées, qui sont relarguées grâce à l'activité d'enzymes comme des peroxydases, alors dont il existe un grand nombre de types, soit liés par exemple à certaines plantes comme le radis noir, ou bien qui sont des enzymes, des peroxydases qu'on peut trouver dans les poumons ou dans certaines cellules du système immunitaire. Donc, au contraire, il y a un certain nombre de paramètres qui vont favoriser finalement la dégradation de ces nanotubes ou graphènes, qui est la présence de défauts dans ces structures qui vont servir de catalyseur en fait à l'attaque chimique, la possibilité d'oxydation, l'hydrophilicité de ces matériaux, la présence de groupements carboxyles. Ce qui a été montré également, c'est que si ces matériaux étaient bien dispersés, ils étaient plus facilement dégradés que s'ils étaient sous forme d'agrégats. Et il y a eu un certain nombre de tentatives en fait, pour designer ces nanotubes ou graphènes avec des groupes fonctionnels qui vont favoriser également cette dégradation. Globalement, c'est une dégradation environnementale qui est encore extrêmement limitée. Il y a eu des études qui comparaient différents types de nanotubes de carbone et qui montraient que finalement, la cinétique était extrêmement lente et que ce sont des phénomènes extrêmement complexes. Par exemple, l'activité enzymatique, si elle peut être faite au laboratoire in vitro et bien contrôlée, dans l'environnement, elle va fortement dépendre de conditions environnementales
qui peuvent en diminuer la performance, par exemple en termes de pH et de température. Une zone de pH et de température précise est nécessaire pour que ces enzymes fonctionnent au mieux pour dégrader ces structures. Et en revanche, si on s'en tient à des organismes plus complexes comme des microbes, des bactéries, des champignons, il y a des stratégies où finalement ça pourrait être, au lieu de s'en remettre à un type d'organisme pour aller dégrader ces structures, on peut envisager d'impliquer une communauté comprenant différents organismes qui puissent dégrader ces structures par différents mécanismes. Et enfin, comme je l'ai déjà dit, il y a un certain nombre de tentatives qui cherchent à finalement designer, fonctionnaliser ces structures pour contrôler et prédire sa dégradation. Donc là, je vais parler un petit peu de dégradation environnementale. Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme? Alors, j'ai mis un schéma qui, en fait, est absolument pas spécifique aux matériaux carbonés, mais qui concerne n'importe quelle nanoparticule, dont on sait qu'elles vont extrêmement rapidement et fortement interagir avec des protéines dès lors qu'elles sont dans l'organisme, en particulier dans le compartiment sanguin. On peut avoir des phénomènes d'agrégation ou au contraire des phénomènes de dispersion par un certain nombre de protéines. Et il y a toujours, la plupart du temps, une étape d'internalisation cellulaire avec une interaction avec la membrane plasmique des cellules, une internalisation, souvent par voie d'endocytose, où les nanoparticules vont finalement converger vers des compartiments qui sont souvent des compartiments de dégradation qu'on appelle les lysosomes, et dans laquelle elles sont soumises à un environnement assez hostile avec des pH assez faibles, de l'ordre de 4,5, et un certain nombre d'enzymes de dégradation. Donc, au sein de ces lysosomes, on peut avoir différentes transformations des nanoparticules, des phénomènes de dégradation, de recyclage, et aussi qui peuvent induire une certaine toxicité, soit par le fait que ces compartiments lysosomaux vont être finalement trop occupés par ces nanoparticules et donc avoir leur fonction de dégradation qu'elles ont normalement pour les protéines diminuer, ou bien les produits de dégradation de ces nanoparticules peuvent elles-mêmes avoir des effets toxiques sur la cellule. Globalement, qu'est-ce qui se passe pour des nanotubes de carbone ou bien du graphène? L'interaction avec les cellules vont dépendre d'un certain nombre de paramètres, comme on l'a dit tout à l'heure, qui peuvent être la taille, le diamètre, les dimensions latérales, la rigidité du tube, par exemple, ou sa flexibilité, la fonctionnalisation chimique et sa dispersibilité. Tout ça va à la fois influencer la façon dont ces objets sont internalisés par les cellules et dans l'organisme, par quelles cellules et dans quels organes elles vont s'accumuler. Généralement, de manière assez générale, on a une accumulation très importante dans les organes du système réticulo-endothélial, en particulier dans le foie et la rate, et on reviendra sur ces organes un peu plus tard, où en général, on a une accumulation des nanomatériaux. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met en contact ces nanoparticules avec des cellules? Ici, on a des photos de macrophages et de cellules endothéliales. Je vous parlais tout à l'heure de l'internalisation dans des compartiments lysosomaux. Vous voyez ici un lysosome qui, effectivement, concentre un grand nombre de ces nanotubes de carbone, alors qu'on peut avoir dans le cytosol présence dans le cytosol ou également dans des petits endosomes ou lysosomes, présence de nanotubes plus individualisés. Avec une méthode de cytométrie de flux en imagerie, on peut quantifier l'uptake de ces nanotubes de carbone. Et j'ai ressorti cette étude parce qu'on avait montré à l'époque, toujours en collaboration avec l'équipe d'Alberto et de Cecilia, que finalement, des cellules qui avaient internalisé des nanotubes de carbone pouvaient aussi les exocyter à l'intérieur de vésicules extracellulaires, et ces vésicules extracellulaires pouvaient être recaptées par des cellules naïves, et ce qui, en fait,
participer à une dissémination de ces nanomatériaux dans l'organisme. Donc, c'est ce qu'on voit ici, par exemple, toujours avec ces images de cytométrie en flux des cellules. Donc, des cellules où on voit des plaques très noires qui montrent la capture des nanotubes de carbone. Et là, ce sont les cellules naïves qui ont été incubées avec le milieu conditionné de ces cellules qui ont d'abord été stressées. Et on voit aussi qu'elles ont incorporé des nanotubes de carbone. Donc, plus précisément, ici, une photo de microscopie électronique, on voit la capture d'une vésicule extracellulaire contenant des nanotubes de carbone, capture par un macrophage qui n'a pas été exposé à ces nanotubes. Et ici également, on voit en fait des cellules endothéliales naïves qui ont été incubées avec le milieu conditionné des macrophages stressés, qui avaient été marqués dont la membrane plasmique avait été marquée par un agent fluorescent rouge. Donc, les vésicules émises par ces macrophages étaient rouges. On voit ici qu'elles se retrouvent dans les cellules naïves incubées avec le milieu conditionné, qui ont donc internalisé ces vésicules, et les nanotubes eux-mêmes étaient marqués en vert, et vous voyez une colocalisation de ces vésicules et des nanotubes qui montrent qu'il y a bien eu un transfert intercellulaire des nanotubes de carbone via l'émission de ces vésicules. Donc là, c'est quelque chose qui peut être d'une même cellule à un autre type de cellule, mais aussi à d'autres types de cellules, par exemple entre cellules endothéliales et macrophages, et qui peut participer finalement à la dissémination, au transfert dans tout l'organisme de ces nanotubes. Alors ensuite, je vais vous essayer dans un deuxième exemple de vous montrer ce que peut devenir une fois internalisé ces nanotubes de carbone. Je vais faire l'exemple sur deux types de nanotubes de carbone qui illustrent également les propriétés intéressantes pour des applications en thérapie des nanotubes de carbone. Il s'agit de nanotubes multiparois qui ont été synthétisés pour finalement incorporer des nanoparticules magnétiques d'oxyde de fer ou de ferrite de cobalt qu'on voit ici. Et juste pour illustrer leurs propriétés, on les voit ici dans une cellule. Donc, vous voyez ici, ou ici en microscopie, électroscopie par balayage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur même de la cellule, on peut manipuler magnétiquement ces nanotubes qui sont fortement anisotropes et qui répondent au champ magnétique. Donc là, par exemple, avec un champ dans le plan de la cellule, et ici avec un champ perpendiculaire à la monocouche cellulaire, et on voit ici le nanotube, on voit une coupe transverse du nanotube. De la même manière, en faisant tourner le champ magnétique, donc c'est ici qu'il faut regarder par exemple, on peut faire tourner à l'intérieur de la cellule le nanotube de carbone, et ainsi finalement, comment on dit, stimuler mécaniquement l'intérieur de la cellule. Ces mêmes nanotubes peuvent être utilisés pour faire de la photothermie. Ils vont absorber fortement une lumière, en particulier par exemple dans le proche infrarouge, qui est connu pour en partie pénétrer dans les tissus. Et si j'expose une monocouche de cellules qui a incorporé ces nanotubes de carbone, je peux conduire spécifiquement à la mort cellulaire de ces cellules après irradiation du fait d'un phénomène d'hyperthermie localisée. Alors, c'est comme ça que j'illustre un petit peu l'utilité de ce type de nanotubes pour des applications thérapeutiques. J'en reviens à leur problème de la dégradation. Donc là, on voit ce même nanotube vide cette fois-ci, qui a été incubé dans des macrophages. Et ces nanotubes, après avoir passé 48 heures à l'intérieur des macrophages, sont extraits du macrophage et sont caractérisés. Et vous voyez ici la présence de trous, de dégâts structuraux sur le nanotube qu'on peut quantifier en fonction du temps qu'ils ont passé dans les macrophages,
par exemple, ici, vous voyez l'aire de dégradation de ces nanotubes en fonction du temps pour des nanotubes qui incorporent ou non les particules magnétiques. Donc, ces nanotubes sont capables de se dégrader au sein des macrophages avec une certaine cinétique. Et vous voyez aussi des images à l'intérieur des cellules de nanotubes qui incorporent des nanoparticules, où vous voyez également des trous et la présence de nanoparticules qui sortent du nanotube. Alors, comment se passe cette dégradation qu'on a ici mise en évidence au niveau cellulaire? D'une part, on voit que les nanotubes induisent une production d'espèces réactives de l'oxygène qui est significativement plus importante que dans le contrôle. Et ce qui est important, c'est que si on met un inhibiteur de ce qui permet d'obtenir des ROS, des espèces réactives de l'oxygène sur ces cellules, donc le NAC par exemple est un de ces inhibiteurs, on va diminuer la surface de dégradation de ces nanotubes et en fait on va fortement inhiber la dégradation de ces nanotubes de carbone dans les cellules. Qui nous permet... Oui, Florence, il te reste 2 minutes. D'accord, oh là là. Merci. Donc, ce qui permet de voir que ces radicaux sont particulièrement importants pour la dégradation. Donc, on a voulu faire une manip in situ pour voir la dégradation en live de ces nanotubes de carbone en utilisant une méthode de microscopie électronique en milieu liquide qui permet en fait d'imager à l'échelle nanométrique un objet grâce à une cellule à nutrire de silicium transparente aux électrons. Et vous allez pouvoir voir normalement, si tout va bien, en live, ici, le nanotube de carbone en fonction du temps sous le faisceau électronique. Et vous allez voir apparaître des trous dans ce nanotube et aussi un rétrécissement, une diminution de la taille des parois du nanotube. Donc, vous voyez, il commence à s'exfolier, on voit des trous ici et on a pu quantifier le diamètre interne et externe du nanotube et la vitesse de dégradation du nanotube sous le faisceau électronique. Alors, qu'est-ce que fait le faisceau dans l'eau? Il fait un phénomène de radiolyse de l'eau qui crée des radicaux de type OH- qui sont, comme on l'a vu, responsables en fait de cette dégradation. Et on a pu confirmer ça à la fois donc, sur ces nanotubes vides, sur ces nanotubes comportant des particules magnétiques qu'on voit à la fin de l'expérience à l'extérieur du nanotube, et montrer que c'était bien les radicaux OH- qui étaient responsables de cette dégradation, qui n'a pas lieu dans le vide, qui a lieu dans l'eau, mais qui n'a pas lieu dans l'éthanol en l'absence d'OH-. Donc, on a pu confirmer et en fait récapituler ce qui se passait dans la cellule en plusieurs jours, en quelques heures ou minutes, sous le faisceau d'électrons en microscopie électronique. Et si on augmente en fait l'intensité du faisceau électronique, on augmente la vitesse de dégradation des nanotubes. Ce qui est important, c'est qu'on a pu mettre du coup en évidence un mécanisme biologique de dégradation des nanotubes qui, en fait, à l'aide d'un certain nombre de quantification de l'expression des gènes des cellules qui ont été exposées à ces nanotubes dans lesquels ils se sont dégradés, avec une activation des complexes NOx2 qui conduit à une production d'O2 qui, sous l'effet des superoxydes dismutases associés au manganèse, finalement crée de H2O2 et dans un mécanisme de type Haber-Weiss qui dépend du fer, peut permettre de produire des radicaux OH- qui elles-mêmes conduisent à la dégradation de ces nanotubes. Donc ça a pu être montré et caractérisé d'un point de vue biologique. Donc je vais finir sur 2 études très récentes
de dégradation dans l'organisme d'oxyde de graphène pour la première étude, qui ont été injectés par voie intraveineuse. Et ils ont regardé exclusivement ce qui se passait dans la rate où se concentrent ces oxydes de graphène, par exemple par de la cartographie Raman. Et ils peuvent voir que finalement, un jour après l'injection, ils ont bien les caractéristiques des spectres Raman de leur oxyde de graphène, qui en fait se localise très spécifiquement dans la zone marginale de la rate. Et après 270 jours, vous voyez qu'on n'a pratiquement plus la signature Raman de ces oxydes de graphène. Et c'est ce qui est un peu illustré ici, là, avec l'évolution des spectres Raman. Et également ici, en microscopie électronique, et vous voyez les spectres Raman ici. Donc, ça vous illustre aussi que in vivo ou ex vivo, on peut utiliser différentes méthodes, dont la spectroscopie Raman, pour caractériser la dégradation de matériaux carbonés, ici du graphène oxyde. La dernière étude que je trouve très intéressante, que je vais résumer en 10 secondes, il s'agit d'une injection intraveineuse de graphène qui, là encore, une méthode intéressante qui a été marquée avec du carbone 14. Et ils ont injecté 2 types de graphène de dimensions latérales très différentes, de 20 à 40 nanomètres pour les petits graphènes et 360 à 630 nanomètres pour les grands graphènes. Et ils ont regardé exclusivement ce qui se passait dans le foie et montré que finalement, ce carbone 14 se retrouvait essentiellement dans les cellules de Kupfer, qui sont les macrophages du foie, et qu'il y avait une diminution très importante du carbone 14 lié à ces graphènes en fonction du temps, donc sur 1 an après injection, mais uniquement dans le cas, essentiellement dans le cas des graphènes avec des dimensions latérales très grandes. Ce qui veut dire que finalement, les grands graphènes se dégradent beaucoup plus rapidement que les petits graphènes. Et ce qu'ils ont pu montrer, c'est que, comme tout à l'heure, en utilisant de l'imagerie Raman, ils ont pu effectivement confirmer la dégradation plus importante des grands graphènes. Et dans ce cas-là, ce qu'ils ont pu voir, c'est qu'il y avait une transformation de ces graphènes en CO2 qui était collecté dans l'air émis par ces souris et qu'on retrouve ici de manière extrêmement intéressante. Et ils ont pu mettre en évidence un mécanisme en fait assez compliqué mais très intéressant qui explique la dégradation de ces graphènes de dimension latérale importante, qui en fait vont interagir avec les membranes des globules rouges, provoquer une hémolyse, donc une destruction de ces globules rouges, qui elles-mêmes sont internalisées et finalement recaptées par les cellules de Kupfer, donc les macrophages du foie, et qui les dégradent en M, et ce qui permet d'augmenter le pool de fer à l'intérieur de ces cellules de Kupfer, qui elles-mêmes vont induire une réaction de Fenton en présence de peroxyde d'hydrogène, qui sont relargués par les macrophages et qui, grâce à cette réaction de Fenton, génèrent des radicaux hydroxyles qui vont être également à l'origine de la dégradation de ces graphènes de dimension latérale importante pour produire ensuite du CO2. Donc ici, on voit un petit peu de manière assez analogue à ce qu'on avait montré in vitro, l'importance du fer dans la dégradation de ces matériaux carbonés. Et puis, bien entendu, l'importance de ces radicaux, de ces espèces réactives à l'oxygène qui sont en fait créées essentiellement comme agents de défense pour pouvoir dégrader
ces nanostructures carbonées. Donc voilà, je conclus sur quelques points. La dégradabilité des matériaux carbonés dépend fortement de leur taille, forme, fonctionnalisation, dispersion et localisation, extra- ou intracellulaire. L'exocytose peut aussi entraîner une dissémination de ces matériaux. C'est un phénomène qui dépend fortement de phénomènes d'oxydation avec des mécanismes qui dépendent du fer, in vitro et in vivo. Le stress oxydant est bénéfique pour leur dégradation. Ce qu'on ne sait pas très bien, c'est finalement, est-ce qu'il peut y avoir une toxicité qui est reliée soit à la dégradation, soit aux produits de dégradation de ces matériaux. On ne connaît pas encore s'il y a vraiment des gènes spécifiques qui sont impliqués dans cette dégradation. Et il y a cette approche extrêmement intéressante en fonction du design des matériaux. Est-ce qu'on peut prédire et contrôler leur dégradabilité dans l'organisme? Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je voudrais remercier un certain nombre de collaborateurs, dont bien sûr l'équipe de l'IBMC pour l'ensemble de ces travaux et puis un certain nombre de financeurs également. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que je fais. Merci beaucoup, Florence. Merci pour cette présentation très intéressante qui a suscité un certain nombre de questions. Alors, voilà, clairement, on n'aura pas le temps de parcourir toutes ces questions-là, mais il y aura possibilité d'avoir un échange sur la chaîne YouTube. Alors, je vais commencer par une question d'Alfonso, alors que je vais te lire, Florence. Oui. Voilà. Donc, Alfonso demande si ce sont les paramètres géométriques ou les caractéristiques mécaniques, comme la flexibilité, qui déterminent plus fortement la dégradation facile des nanotubes. Et sa deuxième question, les nanotubes aplatis, donc beaucoup plus flexibles, un peu comme des rubans de graphène, ne seraient-ils pas moins nocifs que leurs équivalents à section circulaire? Je ne crois pas pouvoir répondre précisément à la question parce que, bon, toutes disons, ces paramètres d'architecture peuvent influencer, par exemple, la capture cellulaire à différents niveaux. C'est-à-dire qu'un objet rigide, on sait très bien qu'il ne va pas forcément être capté par la cellule de la même manière. Il y a eu, par exemple, avec des nanotubes très rigides, des percements de membranes qui ont pu être mis en évidence. Le dernier mécanisme dont j'ai parlé tout à l'heure, dans la dernière étude de 2020, qui montrait que des graphènes de dimensions très importantes pouvaient finalement affecter la membrane des globules rouges. Et c'est finalement grâce à cet effet délétère sur les globules rouges qu'ils vont pouvoir être dégradés au sein du foie. Donc, on voit que c'est des phénomènes assez compliqués qui dépendent effectivement de l'architecture. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui l'emporte entre des propriétés mécaniques et des propriétés géométriques, mais je pense que tout peut avoir un effet. Merci Florence. Une deuxième question d'Alain Pénicaud. Est-ce qu'il y aurait dans l'environnement des mécanismes similaires à la dégradation par les macrophages? Oui, je pense, parce que là, les mécanismes qu'on a montrés dans les macrophages ne sont pas forcément des mécanismes de type enzymatique, ce qui est… donc, il n'y a pas forcément besoin enfin, ce n'est pas directement, par exemple, la myéloperoxydase n'est pas directement mise à contribution dans le phénomène qu'on a montré, par exemple, sur le macrophage, puisqu'on a, par exemple, quantifié cette myéloperoxydase et l'expression des gènes, et on voyait qu'elle était beaucoup moins exprimée que d'autres mécanismes qui dépendaient de NOX2, par exemple, des complexes NOX2. Dans l'environnement, je pense qu'on peut avoir coexistence de dégradation de type enzymatique
et de dégradation qui auraient un peu moins besoin de ces enzymes, d'enzymes très spécifiques pour avoir lieu. Mais maintenant, ça reste, je pense, difficile à maîtriser. Merci. Une autre question de Marc Montiou qui concerne le papier de 2015 que tu as cité dans ton introduction. Il demande si l'analyse chimique locale a permis de confirmer la nature carbonée des morphologies aciculaires trouvées dans ce papier. Tout à fait. Donc, si vous regardez le papier en détail, il y a eu de la microscopie électronique haute résolution et élémentaire qui a été faite sur les structures, en particulier, par exemple, les couches de carbonées. Il y avait un espace entre couches qui était caractéristique de nanotubes. Enfin, ça a été exploré en détail. D'accord. Une question complémentaire encore de Marc Montiou sur ce papier. Donc, il dit l'air n'est pas pur, on le sait, et véhicule de nombreuses particules qui se retrouvent dans les poumons, sans pour autant créer de pathologie. Alors, est-ce qu'il y a eu une comparaison avec des populations d'enfants non asthmatiques, par exemple, et des enfants vivant ailleurs qu'à Paris? Alors, effectivement, ce papier n'a pas du tout essayé ou même fait un quelconque lien entre la pathologie et la présence de ces nanotubes ou nanostructures dans les lavages broncho-alvéolaires. Ce n'était pas le but de ce papier. Par contre, on a difficilement accès à des lavages broncho-alvéolaires d'enfants tout à fait sains. Et donc, ce n'est pas si évident de faire ce genre d'études sur des patients, des enfants qui n'ont pas de problème pulmonaire. Donc, le lien avec la toxicité n'est pas fait et c'était ça la question finalement? Oui, merci Florence. Il n'est pas fait et ce n'était pas du tout le but du papier. D'accord. Et une dernière question pour finir d'Emmanuel Flao. Donc, si le graphène conduit à une hémolyse du sang, c'est gênant pour certaines applications, non? Est-ce que tu peux commenter sur cet aspect-là, Florence? Bon, ben là, en tout cas, oui, c'est possible que ce soit gênant. Peut-être que pour d'autres applications, ce sera important. Ce qui montrait dans ce joli papier, c'est qu'effectivement, c'était beaucoup moins le cas pour des graphènes de plus petite dimension, de 20 à 40 nanomètres. Ils n'avaient pas cette hémolyse, ni ce couplage aux membranes des globules rouges. Mais du coup, ils n'avaient pas non plus la dégradation accélérée au sein des cellules de Kupffer. Donc, je trouve que ce papier, bien qu'il soit assez complexe, ouvre pas mal de perspectives sur la compréhension de ces phénomènes. Très bien, merci Florence pour tes réponses et pour la présentation encore. Merci à tous pour toutes les questions que vous avez posées dans le chat. Malheureusement, voilà, on n'a pas pu toutes les parcourir, mais comme je disais, il y aura possibilité d'échange sur la chaîne YouTube. Donc, merci encore Florence pour ton intervention et pour la discussion. Merci à vous, merci Cécilia et merci pour toutes ces questions intéressantes.